Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une hausse qui se poursuit en Europe aujourd'hui avec le retour notamment des valeurs cycliques. La journée d'hier a été une journée de contre-rotation. On l'a vu de manière intense sur le marché américain avec une explosion à la hausse du Nasdaq et des grandes valeurs technologiques qui avaient souffert le plus ces dernières semaines. Le Nasdaq, souvenez-vous, avait baissé de plus de 10% par rapport à son point haut de début mars. On avait vu des valeurs même décrocher de 15, 20, 30%. Tesla avait baissé de 30%. Tesla qui a rebondi de quasiment 20% hier. Donc on est dans une mécanique un peu de montagne russe autour du Nasdaq et des grandes valeurs technologiques américaines. Aujourd'hui, néanmoins, il faut constater que ce sont les secteurs cycliques en Europe qui repartent de l'avant, le secteur bancaire notamment, et le CAC 40 qui s'installe désormais au-delà des 5900 points. Vous aurez le résumé complet dans un instant à mi-séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Parmi les sujets qu'on va suivre aujourd'hui, la publication des chiffres d'inflation aux États-Unis, le CPI pour le mois de février qui devrait rester encore dans des zones à peu près contenues avant une explosion à la hausse de l'inflation pour une période plus ou moins transitoire, on le sait, au cours des prochains mois. Le chiffre sera publié à 14h30 aujourd'hui. Et puis, en attendant les réunions de Banque centrale, la BCE demain et la Fed la semaine prochaine, on suivra à nouveau une émission obligataire du Trésor américain. Ça reste pour l'instant un point d'attention pour les marchés qui se demandent si la correction des marchés obligataires a déjà atteint ses limites. Le Trésor américain va offrir 38 milliards de dollars de dette à 10 ans aujourd'hui. On se souvient qu'il y a 2 semaines environ, c'est une émission du Trésor sur du 5 ans et du 7 ans qui s'était moins bien passé que d'habitude, qui avait déclenché une correction un peu vive du marché obligataire. Notez qu'hier, une émission à 3 ans du Trésor américain pour 58 milliards de dollars s'est plutôt bien passée avec une demande qui a atteint son plus haut niveau depuis 2018. Et mine de rien, le CAC 40 qui se rapproche des 6000 points. On est proche désormais des niveaux du pic atteint avant le déclenchement de la crise pandémique en février 2020. Le résumé complet de cette séance à mi-parcours en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours dans le vert à la Bourse de Paris à la mi-journée, alors que les investisseurs auront les yeux scrutés vers les États-Unis dès le début d'après-midi. Du côté des rendements obligataires tout d'abord, ceux-ci restent stables depuis hier, alors que le Trésor américain a émis 58 milliards de dollars de bons du Trésor à 3 ans. Une émission bien accueillie par le marché avec un taux de couverture au plus haut depuis juin 2018. 2 autres devraient suivre cette semaine sur des obligations à 10 ans et à 30 ans pour un montant total de 120 milliards de dollars en comptant les obligations émises hier. Dans ce contexte, le taux à 10 ans est aux alentours des 1,55% à la mi-journée, tandis que le taux à 30 ans est lui aux alentours des 2,27%. Une accalmie après les hausses récentes sur fond de crainte inflationniste de la part des investisseurs, en lien entre autres avec les perspectives de reprise économique qu'ouvre le plan de relance proposé par Joe Biden. Les investisseurs devraient accorder une attention toute particulière à ces 2 sujets justement, alors que l'inflation aux États-Unis pour le mois de février sera publiée à 14h30, tandis que se tiendra au sein de la Chambre des représentants un vote concernant le plan de relance en question. Ce vote dont les modalités ont été définies et voté hier par cette même Chambre des représentants concernera un vote de réconciliation budgétaire. Si de nombreux républicains sont opposés à ce plan de relance, les démocrates estiment pouvoir faire adopter le plan sans eux et envisagent déjà la suite avant même le vote du plan. Si le plan est effectivement voté, alors celui-ci pourra être ratifié par Joe Biden avant la fin de la semaine et le projet de loi promulgué. En Chine, on notera que l'indice des prix à la consommation recule de 0,2%, tandis que les prix à la production augmentent, eux, de 1,7% sur un an au mois de janvier. Une progression que le pays n'a pas connue depuis novembre 2018 grâce à l'augmentation des commandes à l'exportation et qui alimente les craintes inflationnistes dans les économies occidentales via les prix du commerce extérieur. On notera également en France que la production industrielle progresse de 3,3% au mois de janvier, avec notamment une production manufacturière qui
progresse elle aussi de 3,3% sur la période, traduisant une reprise de l'activité après le léger recul du mois de décembre. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, Bouygues annonce céder 12 millions d'actions Alstom au prix de 41,65 € par action dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés. Une cession qui représente 3,23% du capital d'Alstom. Bouygues compte tout de même conserver 3,12% du capital. Morel et Prom fait état de son côté d'une perte de 592 millions de dollars en 2020 alors que l'entreprise avait réalisé un bénéfice de 35 millions de dollars un an plus tôt. On notera également que Maisons du Monde annonce avoir mieux résisté que prévu à la crise en 2020 avec un chiffre d'affaires qui ne recule que de 3,5%. L'entreprise versera même un dividende de 30 centimes d'euros par action. Maisons du Monde qui annonce également lancer une revue stratégique de ses actifs aux États-Unis où la crise sanitaire a rendu le contexte plus difficile. Et à l'international, on notera que Adidas prévoit un rebond de ses ventes en 2021 avec une activité qui devrait particulièrement se redresser en Chine mais de manière plus générale en Asie ainsi qu'en Amérique du Sud. Nicolas Pagnès en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous en plateau dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse pour dresser un état des lieux de la situation de marché. Alice Ducrot est avec nous, gérante privée chez Bordier et compagnie. Bonjour et bienvenue Alice. Bonjour. Et Jean-Jacques Oana nous accompagne également, le directeur des investissements d'Oma Capital. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Alice, je commence avec vous. C'est vrai que la petite histoire du moment, on regarde les choses avec à la loupe, on va dire, sur le marché. C'est ce qui se passe du côté du Nasdaq. Évidemment, un indice star américain qui a porté les performances de marché au cours des 10 dernières années au moins. On a une correction assez rapide. En 3 semaines, le Nasdaq a perdu plus de 10%. Et puis hier, ce rebond intense, spectaculaire, à la mesure du Nasdaq, on a gagné entre 3,5 et 4% avec des valeurs, je citais Tesla en introduction, qui après avoir perdu 30%, s'est envolé de près de 20% sur la séance d'hier. Quand vous regardez cette séquence un peu au microscope, qu'est-ce que ça vous inspire et quel type d'enseignement on peut en retirer sur l'état d'esprit des investisseurs aujourd'hui ? C'est la petite histoire du moment, en effet. C'est la petite histoire qu'on regarde quand même effectivement attentivement depuis le début de l'année. Alors déjà, moi je pense que ce qu'on peut en retenir, c'est que la force des convictions, elle est quand même assez volatile parce que en fait lundi, il fallait plus du tout avoir de tech ni de croissance dans les portefeuilles. Et puis mardi, plus 10 sur certaines valeurs, plus 20 sur Tesla. Alors Tesla, c'est pas forcément un exemple parce que c'est très suivi par des petits porteurs, donc ça crée un effet de flux qui crée un peu des excès, même si on peut prédire alors, Tesla tel cours à horizon 10 ans. Effectivement, c'est une valeur qui peut avoir de la croissance, mais il y a de l'excès sur son cours de bourse. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que... Apple, c'est plus 4, Amazon, c'était plus 3,5, Microsoft, c'était plus 2 hier. Voilà. Disons que d'un point de vue fondamental, si on se remet un petit peu en amont, pendant toute l'année 2020, on s'est dit les valeurs tech, c'est des valeurs refuges, c'est des valeurs qui participent en fait d'une vision séculaire de long terme dans des investissements qui vont en faveur d'une digitalisation et d'une numérisation du monde. On connaît bien le discours maintenant, les GAFAM, et c'est trop cher, on ne peut pas y aller. En fait, là, on a quand même un recul du Nasdaq, mais aussi d'un tout autre écosystème en fait et qui est relié au tech. Je pense par exemple au semi en fait qui est aspiré dans cette vague et en fait on a des points d'entrée. Donc au lieu là de se dire mince finalement faut refaire des bancaires et du oil and gas, enfin des valeurs pétrolières, eh bien on a enfin des points d'entrée sur la tech mais sur aussi d'autres segments de croissance, de qualité. Chez Bordier on est très croissance qualité, on fait de la gestion plutôt long terme avec des convictions fortes sur des secteurs stratégiques et donc on voit ça plutôt comme des opportunités. Après il faut rester disons fin par rapport à ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique, mais la base de notre investissement c'est de se dire nous nous servons du bruit macroéconomique que nous entendons mais pour pouvoir se renforcer sur des valeurs qui sont souvent très chères. Oui, c'est ça. Mais oui, parce qu'elles sont porteuses de méga tendances. Effectivement, il y a les GAFAM, mais vous avez cité les semi-conducteurs aussi, alors qui est une industrie qui quand même prend une ampleur de plus en plus importante dans le monde de la tech. C'est vrai qu'il y a la tech digitale et puis il y a la hard tech. Et les semi-conducteurs sont évidemment un exemple de cette technologie dure. Un secteur qui prend de plus en plus d'importance, qui a la confluence peut-être de tous les grands enjeux numériques, énergétiques également de demain.
et un secteur qui a corrigé également. Comment vous regardez ce secteur? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce secteur? Est-ce qu'il y a d'ailleurs des acteurs plutôt que d'autres qui vous semblent mieux positionnés pour capter les tendances de demain? Ok, ça fait beaucoup de questions. Oui, mais c'est focus, zoom sur le secteur Zoom semi-conducteur. sur le secteur semi. Alors c'est intéressant parce qu'en fait le secteur semi, du coup, il a corrigé dans cette espèce de vague, de marée qui dit voilà, bon, maintenant la tech c'est terminé, on repart sur... Parce que c'était cher aussi? Parce que c'était assez cher aussi et que ça a très bien progressé, mais d'un point de vue fondamental, ça a tout son sens sur l'année 2020. Donc ça a corrigé. Les semis, pourquoi on est positif? C'est parce que, comme vous le disiez, c'est, disons, à l'origine, en aval de la chaîne de valeur de nombreuses industries aujourd'hui. Donc ça permet, disons, de se positionner sur des secteurs stratégiques, cycle long. Donc on va voir, par exemple, la transition énergétique, avec des gains de productivité énergétique via l'industrie des semi-conducteurs. Le véhicule électrique, et c'est là aussi où il y a une opportunité, c'est que au-delà de l'intégration des semis dans le hard tech et tout ce qui est digitalisation, on a aussi la mobilité, et donc là on va participer en fait à cette rotation sectorielle qui, je le mets quand même en exergue, on n'est pas dans une rotation sectorielle, dans une fin de cycle, on est dans une reprise de cycle, donc en fait toutes les industries vont quand même globalement pouvoir en profiter. Et donc dans cet environnement, on est positif sur les semis effectivement pour être sur le côté cyclique et en même temps sur le côté long terme, et c'est en accord avec notre conviction et notre vision long terme. Je lisais ce matin, c'est aussi un secteur, disons, stratégique d'un point de vue géopolitique. Ouais. Alors il y a cet effet pénurie, bon voilà, on pourrait rentrer dans les détails, mais il y a vraiment eu un arrêt sur une chaîne de valeur en 2020 qui fait qu'aujourd'hui, ça se bouscule. Il y a un vrai pricing power, donc une capacité à fixer les prix des entreprises dans les semis. Et donc en même temps, ce matin, donc j'y reviens, je lisais que l'Europe veut doubler ses capacités en termes de production de semi-conducteurs à horizon 2030, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas envie d'être dépendant de la Chine ou des États-Unis pour ce segment qui est vraiment stratégique. Ça, c'est pour la big picture. D'un point de vue investissement, en termes de valeur, on est positif sur STM. Ouais. Acteur européen, français bien sûr, mais européen justement. Acteur européen qui se transforme, qui intègre l'ensemble de la chaîne de valeur justement de la production des semi-conducteurs. Et nous sommes aussi, parce qu'on a une exposition qui est internationale chez Bordier, donc on va aller chercher des titres en direct en Europe, en Suisse, aux États-Unis, mais aussi sur des acteurs en Asie. Et là, nous avons un des grands leaders qui est TSMC, qui a eu un parcours exceptionnel, qui a corrigé. Et là, très clairement, on est constructif parce qu'on se projette. Ouais. Bon, les semi-conducteurs, effectivement, au cœur de tout, un mot quand même de la pénurie. Je veux dire, ça donne un avantage à cette industrie incroyable. C'est une pénurie qui est liée notamment au secteur automobile, je crois, Alice. Oui. En grande partie. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation? Est-ce que c'est une situation qui va se normaliser? Je trouve que c'est assez emblématique du choc de croissance qui va arriver pour un grand nombre d'industries. Il fallait protéger nos secteurs, nos industries en 2020. Là, il va falloir quand même accompagner la croissance. Oui. Ce qu'on voit dans le secteur des semi-conducteurs, on va le retrouver peut-être dans d'autres secteurs quand la demande va se réveiller de manière spectaculaire au fur et à mesure de la réouverture des économies. L'utilisation des semi-conducteurs, en fait, elle va être d'un point de vue, elle va accompagner la numérisation de notre monde, mais elle accompagne aussi la transition énergétique comme je le disais. Et donc, dans le secteur de la mobilité, qui est en partie incarné par les producteurs automobiles, l'intégration de semi-conducteurs de plus en plus fins et de plus en plus large en fait, dans l'éventail d'applications, que ce soit pour l'économie d'énergie et donc les voitures électriques, mais aussi dans toute l'économie des secteurs, en fait, des capteurs. Oui, voilà, bien sûr. Des capteurs de la voiture. Et donc, pourquoi on a eu cette situation de pénurie? Parce qu'en 2020, mars, fin du monde, tout s'est arrêté. Nous n'avons pas prévu la réouverture. Et donc, l'industrie automobile étant une industrie qui fonctionne sur des flux tendus, il y a forcément une pénurie qui s'est mise en route parce qu'on a mal prévu. Et en plus, il y a une demande accrue d'un point de vue équipement tech, hard tech, pour accompagner le stay at home et toutes ces tendances qui se sont développées pendant la période de confinement. Non, mais c'est quand même incroyable.
l'exemple quand même d'un retour tellement fort de la croissance pour ce secteur automobile qu'on en vient à être limité dans sa capacité de production aujourd'hui quand on n'a pas prévu effectivement ce retour de la demande. Dans les grands mouvements de marché aussi, je voulais peut-être qu'on dise un mot du dollar, Alice. Là aussi, vous disiez, Bordier est international. Vous avez évidemment une exposition large, j'imagine, aux actions américaines. Le dollar, contre toute attente, est en train de repartir à la hausse. On avait marqué un point bas fin décembre, début janvier sur l'indice dollar face à un certain nombre de devises. Et on voit depuis quelques temps un dollar qui se raffermit, ce qui est l'inverse total de ce que prévoyait le consensus de marché en début d'année. Oui, alors effectivement, ça nous sert, nous, dans notre allocation d'actifs, parce qu'effectivement, on a beaucoup de titres en direct et on ne se protège pas, on dit hedger, donc on ne se protège pas contre la volatilité des devises. Donc nous avions une exposition forte et nous avons toujours, et nous sommes constructifs en fait sur la zone géographique États-Unis, parce qu'on voit très bien que ça repart très fort. Et puis alors là, avec le plan Biden, voilà, il y a même, vous allez en parler j'imagine, mais des tensions sur l'inflation qui sont fortes et donc avec une consommation qui va être massive, un choc de consommation, même si nous on voit ça, l'inflation, comme une sorte de mini-cycle, dans une tendance déflationniste quand même plutôt à long terme, mais voilà, on reste très attentif et effectivement le dollar regagne du terrain, donc c'est plutôt bon pour nous qui sommes investisseurs aussi en dollars. Et ça veut dire, parce qu'on regarde, on fait le match Europe-États-Unis, Wall Street versus l'Eurostoxx ou le Stoxx 600, si on tient compte de la tendance au raffermissement du dollar, c'est aussi intéressant d'être exposé aux États-Unis qu'à l'Europe aujourd'hui. Pour les exportatrices. C'est plus intéressant même peut-être encore d'être toujours exposé au marché américain versus le marché européen. Alors je pense qu'en fait c'est positif de toute manière d'avoir un dollar qui n'est pas trop faible pour des exportateurs européens. On sait bien que notre marché français et suisse, nous sommes aussi beaucoup exposés à la Suisse. C'est des marchés qui sont fortement exportateurs. Et donc d'avoir une devise qui redevient un petit peu plus attractive en termes d'euros, c'est positif pour les industries européennes. Bon, l'euro-dollar, soit 1,19, on était à 1,23 en début d'année sur la parité euro-dollar. Merci beaucoup Alice Ducrot qui était avec nous pour ce premier quart d'heure de Smart Bourse à la mi-journée, gérante privée chez Bordier et compagnie à Paris. Tiens, autre grande question qu'on aborde avec Jean-Jacques Oana, je le rappelle à nos côtés en plateau, le directeur des investissements d'Oma Capital, qui va faire le lien d'ailleurs avec les taux, le dollar éventuellement. L'or peut-il prendre sa revanche, Jean-Jacques ? Il faut revenir peut-être d'ailleurs sur la petite déception qu'on peut avoir depuis quelques mois vis-à-vis de l'once d'or. Et pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce que l'once d'or est repassée, je crois, ces derniers jours sous les $1 700. On était à plus de $2 000 à l'été dernier, je crois. Absolument. Et c'est une surprise. Parce que, compte tenu des plans de relance monétaires, budgétaires, on aurait pu croire que l'or allait être un leader, un actif leader dans la réserve de valeur, dans la capacité non seulement à protéger le capital dans un environnement de crise, mais aussi à valoriser son capital suite aux interventions monétaires et aux interventions budgétaires qui ont été conjuguées dans ce rebond que nous connaissons aujourd'hui. Et contre toute attente, après avoir atteint les $2 000, on a perdu 17% par rapport au plus haut qui avait été atteint au mois d'août. Et aussi bien contre dollar que contre euro. Et c'est étonnant parce que ce sont deux zones avec différentes mesures, une mesure beaucoup plus forte aux États-Unis, mais qui ont effectué des plans de relance qui étaient conjugués aussi bien sur le plan monétaire que sur le plan budgétaire. Et donc, on peut s'interroger de la raison déjà de cette baisse, d'analyser pourquoi l'or baisse et pourquoi l'or n'est pas une réserve de valeur dans ce cycle. Et en réalité, en regardant les corrélations récentes premièrement de différentes classes d'actifs financières, mais aussi de différents candidats à la réserve de valeur. Alors on peut prendre évidemment, en plus de l'or, le cuivre, qui est un autre métal mais beaucoup plus cyclique. On peut également prendre le pétrole, encore que le stockage soit beaucoup plus complexe, mais on peut également l'inclure. Et puis on peut regarder aussi le Bitcoin. Et en fait, ce que nous voyons, c'est que l'or est certes corrélé au point mort d'inflation, donc à l'inflation anticipée par les marchés, mais surtout corrélé au taux.
est négativement corrélé aux taux. Ouais. À savoir que quand les taux montent, et notamment les taux réels, c'est le seul actif qui est négativement corrélé aux taux réels, et bien quand les taux montent, et bien l'or en subit les conséquences. Parce que c'est un actif sans rendement. Parce que c'est un actif sans rendement et donc il se compare finalement à la rémunération réelle de l'investisseur. Et donc c'est finalement la comparaison la plus pure pour finalement évaluer l'or en tant qu'actif refuge et surtout valeur de réserve finalement. Et ce qu'on voit, c'est que ce qui explique notamment la baisse de l'or depuis août, c'est plusieurs forces conjuguées. C'est premièrement la remontée des taux réels. Donc on a vu que les taux réels montent de un peu plus de 30 points de base cette année. Je rappelle qu'on a 70 points de base de hausse de taux et ça se divise en 30 points de base de taux réels et 40 points de base de break-even d'inflation. D'anticipation d'inflation Absolument. supplémentaire. Voilà. Et puis, vous l'avez cité, la hausse du dollar. On est à plus 2,6% de performance du dollar par rapport aux devises européennes, plus 4% par rapport aux Suisses et autour de 4% aussi par rapport aux yens. Alors, il y a une disparité, évidemment. Il faut aller voir en détail. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un mouvement dollar, parce qu'il y a un mouvement positif sur le dollar contre les devises européennes et contre le yen, donc les devises de portage. Et confère la hausse des taux, on revient à la thématique du portage, mais par contre, on voit que les devises émergentes, elles, subissent les conséquences de ces hausses de taux, et donc par exemple, on a un affaiblissement qui est assez préoccupant de devises comme le réal brésilien, etc. Donc aujourd'hui, ce contexte, ce cocktail, j'allais dire, de hausse de taux et de hausse du dollar, n'est pas bénéfique à l'or. Et c'est ce qui explique la baisse de l'or aujourd'hui. On a cette explication. Et donc, si on veut répondre à la question, finalement, il nous faut faire une... Il faut avoir un scénario sur les taux et sur le dollar. Absolument. Il faut avoir deux perspectives. Une perspective sur le dollar, une perspective sur les taux. Alors, ce qu'on voit, c'est un des trucs le plus dur au monde à avoir. C'est un scénario sur les devises et sur les taux en plus en ce moment. Surtout dans un environnement administré. Parce qu'il faut rappeler qu'on est dans un environnement administré par les banques centrales pour une très large part et que les marchés, même s'ils ont été un peu plus livrés à eux-mêmes ces dernières semaines, pour une large part, ils sont quand même sous contrôle. Et ce qu'on peut dire, c'est que les taux réels, aujourd'hui, compte tenu des plans budgétaires, et ça c'est très important, c'est un peu la nouveauté par rapport aux anciens cycles, c'est que maintenant, il y a des plans budgétaires massifs qui se sont adjoints à la politique monétaire accommodante. Donc on est à 1 900 milliards là, et puis il va y avoir encore peut-être 3 000 milliards, on parle de 3 000 milliards sur les infrastructures aux États-Unis. C'est absolument J'étais resté à 2 000 moi, mais bon, pourquoi pas 3 000 il n'y a plus de limite. De toute façon, on a du mal à quantifier tout ça, et en tout cas, il y a aujourd'hui cette nouveauté, et cette nouveauté pousse les taux réels à la hausse incontestablement. Cependant, je pense que le marché a un prisme un peu trop court-termiste et oublie qu'on est dans des économies qui sont extrêmement endettées au niveau public et extrêmement endettées au niveau de la dette privée. Et cette conjonction d'endettement va faire que les banques centrales vont avoir beaucoup de difficultés à relever les taux. C'est-à-dire que, certes... Même avec plus de croissance et d'inflation, vous dites le niveau d'endettement des États à un moment va limiter la capacité des banques centrales à normaliser leur politique. Parce que quand vous dites les taux réels remontent, si on peut le traduire d'une manière un peu simple, le marché anticipe que la Fed va remonter ses taux ou normaliser sa politique monétaire beaucoup plus vite que ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Parce que les gens, souvent, quand ils font des prédictions sur les taux, ils disent que finalement les taux peuvent sortir du chapeau. Mais en réalité, le taux 10 ans, ce n'est que l'anticipation sur 10 années, finalement, du futur Fed Funds, en réalité. Ça revient à ça, finalement. Ça revient à anticiper la politique de la Réserve fédérale, mais à 10 ans. Donc, et de ce point de vue-là, j'allais dire qu'il y a quand même une force structurelle qui va empêcher la hausse des taux, c'est le fait que les économies étant endettées, qu'on ne peut pas le faire. Parce que si vous le faites, eh bien, vous n'avez pas les conditions d'apurer la dette. Une condition qui est très importante pour apurer les dettes, c'est tout simplement, c'est mathématique, c'est d'avoir un taux nominal inférieur à la croissance nominale. Mais pendant très longtemps, pas pendant 6 mois, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on apure les dettes. Et donc, dans ce cadre-là, c'est pas parce qu'il y a 4,5 de croissance attendue aux États-Unis que les taux vont monter très vite aux États-Unis. Ça, c'est une faute à ne pas commettre. Et on l'a vu dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où les taux sont un peu le maillon faible
de la stabilité financière. On le voit hier pour le rebond du Nasdaq était associé à une baisse de taux. Bien sûr. Et quand il y a des hausses de taux aujourd'hui, il y a une correction globale, en tout cas sur tout le compartiment croissance. Et aujourd'hui, il ne faut pas commettre non plus l'erreur d'aller au-delà du conjoncturel. Le conjoncturel, c'est la hausse des taux, c'est la normalisation des taux réels. Mais le structurel, c'est des taux bas. Et dans ce cadre-là, peut-être que l'or est en difficulté à court terme, mais de manière structurelle, c'est quand même un actif qui reste corrélé à très peu de choses, à très peu d'actifs. Et donc, c'est une valeur de réserve qui, à mon avis, fait son sens encore dans un portefeuille. Il y a un moment un peu make or break sur l'or aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'idée de la remontée des taux réels ? On aura peut-être la réponse la semaine prochaine avec la Réserve fédérale qui s'exprimera. Ou est-ce qu'on est déjà allé au-delà d'une certaine limite et que le rappel à l'ordre sera violent Mon sentiment, c'est qu'on peut aller plus haut sur les taux réels. Ah. Et la preuve, c'est que les actifs risqués résistent assez bien, finalement. On voit que l'Europe est à son plus haut de l'année. On voit que le Nasdaq a corrigé, vous en parliez tout à l'heure, de 10%, mais ce n'est pas une correction qui est choquante compte tenu des rendements des années passées. Et puis le S&P 500, ma foi, il est à 1%, 1,5% de ses plus hauts. Et donc, dans ce cadre-là de relance, j'allais dire que l'actif réel sur lequel on a un recul, parce que je mets le Bitcoin de côté, qui est à mon avis la valeur de réserve la plus adaptée à la relance, c'est le cuivre. D'accord. Donc en fait, on a une dialectique entre l'or et le cuivre. Tactiquement, il y a le cuivre et peut-être à plus long terme, il y a l'or. Stratégiquement, il y a l'or. L'or étant un actif qui va jouer la déception de croissance. Bon, peut-être, je ne sais pas moi, une déception sur les vaccins, un scénario inattendu, quelque chose qu'on n'attendrait pas. Et l'actif qui va jouer la relance, j'allais dire l'actif connu, dont on connaît les ressorts, qui va jouer la relance par excellence, à mon avis, c'est le cuivre. Juste pour conclure, Jean-Jacques, si vous dites à court terme, je pense que les taux réels peuvent encore progresser, ça suppose que la Réserve fédérale américaine laisse faire. Ça veut dire que, comme vous l'avez dit, pour l'instant, et c'est ce qu'on comprend sans doute des dernières communications de Jérôme Powell, ils sont assez confortables avec ce mouvement. Ils ne cherchent pas à le stopper. Oui. J'ai ce sentiment-là. J'ai ce sentiment qu'il y a aussi ce qui explique la hausse, le rebond du dollar par rapport à l'euro. C'est aussi le fait que la BCE, elle, est beaucoup plus attentive à la hausse de taux. On verra en réponse jeudi, mais c'est à mon sens une journée qui est très importante. Et par contre, la Réserve fédérale, compte tenu du rebond très fort de la croissance, compte tenu des plans de relance qui ont été votés, est plus complaisante vis-à-vis des hausses de taux. J'allais dire qu'ils se satisfont plutôt de cette situation de repricing des risques, de réaugmentation de la courbe de taux qui favorise aussi le secteur bancaire, qui est aussi une démonstration des perspectives de croissance américaine. Et donc, dans ce cadre-là, il laisse un petit peu le marché, les forces du marché s'exprimer, ce qui avait rarement été le cas ces derniers mois. Bon, les rendez-vous sont fixés. Demain, la Banque Centrale Européenne et mardi et mercredi de la semaine prochaine, la réunion de la Réserve Fédérale Américaine. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Jean-Jacques Cohen, le directeur des investissements de Oma Capital, et Alice Ducrot, je le rappelle, gérante privée de Bordier et compagnie à Paris, qui étaient nos invités de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir, évidemment, en direct à 18h30.